Bonjour, vous m'entendez bien? Bon, bah, je me présente. Je suis Judith Munoz Sanchez, je suis la représentante de l'autorité nationale du programme France Wallonie-Vlaanderen et je vous remercie d'être présente aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à la présentation du troisième appel à projet du programme Interreg France Wallonie-Vlaanderen. Ce webinaire est organisé par les versants français et il est animé par nos animateurs territoriaux Joël, l'objectif spécifique O, Eve-Marie, qui présentera l'objectif spécifique santé, Sylvie, qui présentera l'objectif spécifique emploi et formation, et il sera également animé, bon, en fait, la présentation générale de ce troisième appel sera faite par notre animatrice territoriale, Lucie. Nous sommes très heureuses de vous accueillir si nombreux, et c'est une preuve de motivation pour coopérer au-delà de nos frontières et à construire ensemble des projets porteurs de sens pour notre territoire transfrontalier. Ce troisième appel constitue une dernière opportunité dans le cadre de la programmation actuelle, donc Interreg 6, et nous espérons que ce webinaire saura vous éclairer, vous inspirer et surtout faire émerger de belles idées de projets sur les thématiques eau, santé et emploi-formation. Sans plus, je vous souhaite une excellente séance, riche en perspectives nouvelles, et je vous laisse avec Lucie, qui va vous présenter plus en détail ce troisième appel à projet. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer par une présentation, on va dire générale du programme pour vous redonner le contexte pour ceux qui effectivement ne connaîtraient pas encore Interreg ou n'auraient encore jamais été voir à quoi cela pouvait correspondre. J'ai pas l'habitude de Webex, alors je suis en train de chercher mon PowerPoint, mais il va arriver. Est-ce que vous pouvez me faire un signe pour me dire que c'est OK que les organisateurs voient ce que je projette? OK, donc là, on est bon. Super. Je vais essayer de pas trop vous assommer pour que vous regardiez un petit peu de pêche pour les ateliers thématiques. Mais effectivement, je suis obligée de vous redonner un petit peu de contexte. Donc, comme l'a déjà expliqué notre autorité nationale, moi, je suis Lucie Morel, animatrice territoriale, plus spécifiquement basée à Charleville-Mézières, donc un peu plus spécialisée pour le territoire du Grand Est. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a ouvert depuis vendredi, du coup, un troisième appel à projet qui va être la dernière fenêtre de tir concrètement pour vous permettre, je n'arrive pas à zapper mes diapos, pour vous permettre effectivement de répondre à notre programme et venir déposer un projet. Là, il se passe quelque chose, c'est mieux. Et donc, qu'est-ce que notre programme? Notre programme est effectivement un programme de coopération qui répond effectivement à un outil spécifique de la Commission qui est la politique de cohésion. Donc cette politique de cohésion suit le même rythme de programmation que les programmes Interreg. Comme vous pouvez le voir, c'est une période de 7 ans à peu près. Ici, en fait, il faut savoir que la politique de cohésion, elle permet quoi? C'est ça la principale politique d'investissement de l'UE. Elle permet surtout de soutenir le pacte vert et les droits sociaux du socle européen. Donc la politique de cohésion, elle se divise en deux gros blocs, deux gros objectifs. Le premier, l'investissement pour la croissance et l'emploi. Donc c'est ce qu'on retrouve derrière plutôt les fonds structurels et les fonds d'investissement. Donc ça va être le FEDER classique que vous retrouvez au niveau régional, ça va être le FSE+, ça va être le fonds de cohésion et ça va être le fonds de transition juste. Ensuite, elle a un autre volet, cette politique de cohésion, et c'est le volet qui nous occupe principalement aujourd'hui, qui est la coopération territoriale européenne. La coopération territoriale européenne, il faut savoir qu'en 2014, c'est pour ça qu'il y a un petit trait sur mon petit schéma, est devenu un objectif à part entière. Avant, effectivement, cet objectif était un petit peu noyé dans la politique de cohésion et on n'avait pas directement une traçabilité fine de ce qui se passait exactement sur les programmes Interreg. Et donc, en fait, la Commission, effectivement, a décidé en 2014 d'en faire un objectif à part entière avec un budget clairement identifié sur une ligne clairement identifiée qui nous permet effectivement d'avoir des budgets Interreg
où on peut voir l'efficacité réelle, on va dire, des différents programmes. Il faut savoir que c'est une enveloppe, et c'est pratiquement la seule, qui a connu une augmentation permanente depuis la création de la coopération territoriale européenne. Donc depuis les années 90, il y a vraiment eu un gros boom. On est passé environ de 1 milliard à 10 milliards. Donc voilà, on a fait une très très belle progression. On a multiplié par 10 à peu près les budgets en 35 ans. Là, on a un petit peu baissé, on est repassé à 9 milliards parce que ben voilà, il n'y a pas de raison, hein, tout le monde est obligé d'avoir un petit peu d'économie à faire. Donc là, on est passé à 9 milliards pour cette nouvelle programmation qui va donc de 21 à 27. Et donc derrière cette coopération territoriale, vous retrouvez forcément les fonds FEDER Interreg. Et il faut savoir que les programmes Interreg, ce n'est pas uniquement les programmes transfrontaliers, ce sont également les programmes transrégionaux et transnationaux. Et donc tout ce petit monde-là, ça fait environ 96 programmes qui existent de coopération Interreg et qui bénéficient donc tous de l'enveloppe générale de 9 milliards. Donc on est à la 6e programmation, hein, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma. Donc forcément, qu'est-ce qu'attend l'Union? Elle attend effectivement des projets qui soient un peu plus qualitatifs et qu'on soit réellement plus comment on dit, dans les résultats et dans la réalisation concrète et non plus simplement dans la simple coopération, on va dire prise de connaissance et prise de température entre des opérateurs qui seraient de part et d'autre de la frontière. Donc, en ce qui nous concerne directement, notre territoire de coopération, c'est donc France-Wallonie-Vlaanderen. Donc France-Wallonie-Vlaanderen, un petit peu de France, un petit peu de Wallonie et un petit peu de Flandre. Donc pour ce qui concerne la France, il faut savoir que le programme de coopération aurait pu évoluer. Il aurait pu effectivement être largement restreint parce qu'en fait l'Union aurait voulu pour cette programmation que notre territoire se limite effectivement aux zones frontalières telles qu'on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs départements qui auraient disparu de notre programme de coopération. Donc on aurait perdu notamment l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et la Marne. Donc comme on n'était pas très très content, il faut savoir qu'effectivement les autorités françaises ont fait le nécessaire pour que le programme de coopération puisse rester identique sur cette nouvelle programmation. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on ait des opérateurs sur l'entièreté de notre territoire pour qu'on puisse justifier de toute la pertinence du territoire tel qu'il est encore constitué aujourd'hui et faire émerger effectivement le maximum de projets sur l'entièreté du territoire grâce à vous, opérateurs qui devaient être dispersés sur l'ensemble du territoire. Donc, on a gardé exactement le même territoire de coopération. Donc, il faut savoir que c'est 62 000 km² et environ 11 millions d'habitants. Donc, comment ça se passe, ce petit programme? Ce petit programme, en fait, il a forcément une gestion particulière. Et donc, il faut savoir que l'autorité de gestion, elle est chez les Wallons. L'autorité de gestion, c'est la région wallonne qui effectivement la représente chez nous, donc c'est celle qui va gérer notre programme et elle a donné en fait les clés, entre guillemets, la région wallonne a donné les clés pour la mise en œuvre de cette gestion à Wallonie-Bruxelles International. Donc c'est elle qui est responsable de la gestion et de la coordination générale du programme. Pour ça, elle ne le fait pas toute seule. Ça, on va dire que c'est un grand bureau et puis elle a plein de petites mains autour d'elle. Donc, c'est notamment notre secrétariat conjoint qui est basé à Mons et qui est plutôt le bras armé au niveau administratif et financier de l'autorité de gestion. Et puis après, vous avez les petites fourmis, c'est-à-dire nous, les animateurs territoriaux, qui sommes répartis sur l'entièreté du territoire, à la fois en Flandre, en Wallonie et également en Flandre. Et on va dire qu'on est des interlocuteurs privilégiés des opérateurs, dans le sens où on est censé être le premier point de contact en tout cas, et essayer d'être là autant que besoin et que vous en ferez l'appel pour répondre à vos questions et pour essayer de vous démêler les nœuds que peuvent vous faire au cerveau un petit projet Interreg. Et donc, ensuite, par rapport à cette petite main, on n'est pas seul. On va dire que ça, c'était, on va dire, la phase technique du programme. Et ensuite, il y a toute un pan, on va dire, un peu plus politique. Ce sont nos autorités de partenaires qui sont donc réparties également sur l'entièreté du territoire. Et donc, il faut que ces autorités partenaires, pour faire accepter un projet, soient toutes d'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le consensus. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où il y a une de ces autorités qui éventuellement ne serait pas d'accord par rapport à un projet qui serait déposé, il n'y a pas consensus et donc le projet pourrait très bien
ne pas être accepté. Donc voilà, le travail, effectivement, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde-là, en transfrontalier, s'entende bien, que tout le monde soit d'accord et que effectivement, il puisse avoir une belle coopération qui se fasse. Donc vous, en tant qu'opérateur, c'est le cas. Et nous aussi, en tant qu'autorité et programme, il y a vraiment deux pans qui doivent se tenir la main et faire en sorte que ce programme fonctionne bien. Donc il faut savoir que pour la France, c'est l'ensemble des départements représentatifs de la zone que je vous ai donné tout à l'heure, plus la région Grand Est et la région Hauts-de-France, ainsi que l'État par le SGAR. Et ensuite, pour la Belgique, on a donc la région Wallonne et la région flamande et Fédération Wallonie-Bruxelles Internationale et la province de Flandre orientale et la province de Flandre occidentale. Et donc, ces autorités partenaires, qu'est-ce qu'elles ont décidé pour cette nouvelle programmation par rapport aux thématiques? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a un programme Interreg qui sort, l'Union européenne nous propose une multitude de thématiques sur lesquelles il faut effectivement faire des choix qui sont pertinents par rapport à nos zones de coopération et par rapport au profil d'opérateurs qu'on peut avoir chez nous pour que des projets puissent émerger. Et donc, du coup, nos autorités partenaires, au moment où le programme a été négocié, ont décidé de garder 4 grandes priorités. Ces 4 grandes priorités, on va dire que c'est assez basique et assez systématique par rapport aux thématiques qu'on a. On a essayé de garder une continuité par rapport à ce qu'il faisait à Interreg 5. Il y a quelques évolutions par rapport à l'intérieur des thématiques, mais on va dire que les grands thèmes sont restés à peu près dans les mêmes besoins que ce qu'on pouvait avoir sur la programmation précédente. On avait en tout cas un thème qui était imposé, c'était l'Europe plus verte, ça on ne pouvait pas passer à côté. Il y avait une obligation de l'Union européenne qui nous a dit de toute façon cet objectif-là, il est obligé d'être dans votre programme parce qu'effectivement il y a une attente d'un minimum d'investissement sur cette thématique-là. Donc ensuite, par rapport à ça, ils ont été décidés de prendre comme thématique une Europe plus intelligente. Donc c'est ce qu'on va retrouver derrière, tout ce qui est recherche et innovation. Et ensuite, tout ce qui concerne les PME, donc la compétitivité, la croissance durable et l'emploi. Ensuite, il a été décidé de prendre la thématique de l'Europe plus verte, dans laquelle on retrouve l'adaptation au changement climatique, la protection et la préservation des ressources et la prévention des risques naturels. Ensuite, il a été décidé de prendre l'Europe plus connectée. Donc là, l'Europe plus connectée, on retrouve la thématique de la mobilité. Il ne faut pas se dire, tiens, Europe plus connectée, on pense seulement à tout ce qui va être liaison plutôt de transport ou liaison réelle, on va dire effective, qui peut se passer soit sur de la route, soit sur de l'échange vraiment, on va dire, infrastructure. C'est également tout ce qui est mobilité, mais dans son sens large. On va également avoir donc la mobilité multimodale, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse avoir plusieurs modes de mobilité qui puissent effectivement correspondre les uns les autres et permettre à la population de pouvoir mieux se déplacer. Ensuite, ça va être une mobilité plus durable, effectivement, essayer d'avoir une mobilité qui réponde mieux aux besoins actuels par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir sur les différents besoins environnementaux ou aux besoins effectivement de mobilité douce qui peut s'entendre aujourd'hui. Ensuite, ça va être une mobilité plus intelligente, donc c'est-à-dire qu'on a déjà des choses qui existent, mais peut-être qu'on ne les utilise pas de façon efficiente et qui seraient peut-être intéressant de travailler sur les différents dispositifs qu'il peut y avoir et essayer de mettre ça vraiment en bon ordre de marche, entre guillemets, et de faire en sorte que cette mobilité puisse effectivement s'effectuer plus facilement sur l'entièreté du territoire. Donc voilà, ce n'était pas uniquement de la mobilité sur l'infrastructure. Et ensuite, il a été décidé par nos autorités de prendre la thématique sur l'Europe plus sociale. Et donc l'Europe plus sociale, c'est un peu une thématique transversale, on va dire, qui permet effectivement de toucher plusieurs aspects de la programmation. Donc, on va voir tout ce qui est en rapport avec le marché du travail, la formation et la mobilité. Cette fois-ci, on n'est plus sur de la mobilité transport, on va être sur la mobilité des demandeurs d'emploi. Donc, c'est vraiment au sein de la thématique sociale qui peut bouger d'un pays à un autre ou d'une formation à un autre, etc. On est vraiment sur de la mobilité, on va dire, humaine et non plus de la mobilité infrastructure. Ensuite, on va avoir tout ce qui est thème santé et e-santé. Et enfin, on va avoir la thématique culture et tourisme. Donc avec cette diversité de thématiques qui ont été choisies par nos autorités, ça nous permettait effectivement d'avoir de nombreux opérateurs qui puissent émerger sur cette nouvelle programmation avec des projets bien différents et qui permettaient effectivement de répondre aux besoins du territoire. Donc, il faut savoir que cette année, cette programmation, on a été relativement chanceux parce qu'on a eu un budget qui a fortement augmenté par rapport à la programmation Interreg 5. Et donc, on était avec 268 millions
de FEDER disponibles pour répondre effectivement à notre programme et que des projets puissent être déposés. Ces 268 millions de FEDER se répartissent de la façon suivante. On a donc 29% qui a été mis dans l'Europe plus intelligente, 27% dans l'Europe plus verte, 7% par rapport à l'Europe plus connectée et 28% par rapport à l'Europe plus sociale. Donc ça, c'est l'enveloppe qui est disponible pour vous par rapport à votre projet. Le petit carré bleu de 9%, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les projets stratégiques. Donc ça, c'est un budget qui est à la manne, entre guillemets, de nos autorités, qui ont fait le choix d'avoir des projets stratégiques, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui répondent sur l'entièreté de la frontière à un besoin spécifique et qui effectivement donne un budget disponible par rapport à ces projets-là. Donc aujourd'hui, on en a 3 sur notre programme qui sont lancés. On a un projet sur plutôt une thématique économique, on a un projet plutôt sur une thématique d'observatoire et on a un projet stratégique plutôt sur une thématique de frein juridique et administratif. Voilà. Par rapport à cette enveloppe-là, il faut savoir, comme je vous le disais, qu'on a eu une énorme augmentation par rapport à Interreg 5. On a eu une augmentation de 68% par 0,7 par rapport à l'ancienne programmation. Pourquoi? Parce qu'on a notre Grande-Bretagne qui a décidé de quitter l'Europe. Et donc, des budgets qui pouvaient être effectivement alloués sur des programmes avec le Royaume-Uni, aujourd'hui étaient des fonds qui revenaient dans l'escarcelle de d'autres programmes Interreg, étant donné que les fonds qui revenaient effectivement à la Grande-Bretagne ne lui revenaient plus, étant donné qu'elle ne faisait plus partie de l'Union européenne. Et donc, nous, ça nous a permis effectivement de récupérer une bonne partie de programmation qui se passait effectivement avec la Grande-Bretagne. Et donc, on nous a permis d'avoir cette belle hausse pour cette programmation-là. Donc, au niveau du budget, comment on a décidé de fonctionner? Comme on avait quand même une masse beaucoup plus importante de budget, on a aussi décidé de faire bénéficier à nos opérateurs directement de cette augmentation. Il faut savoir que sous Interreg 5, un cofinancement FEDER, donc ce que vous pouvez bénéficier en fonds européens lorsque vous déposez un projet Interreg, c'était 50%. Et donc, on a décidé effectivement sur cette nouvelle programmation, non plus de vous donner 50%, mais 60% de financement FEDER. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'à trouver, entre guillemets, en fonds propres, 40% au lieu des 50% qui étaient demandés sur l'ancienne programmation. Ensuite, on a également décidé d'augmenter la cote d'un projet pilote. Donc, un projet pilote, c'est quoi? C'est lorsque plusieurs projets se retrouvent au sein d'un portefeuille. Et lorsqu'il y a un maxi-projet, donc celui qui vient piloter ce portefeuille-là, lui va être cofinancé à hauteur de 70%. Sous Interreg 5, c'était 55%. Donc là aussi, on a décidé d'augmenter la manne financière que vous pouviez obtenir par rapport au cofinancement FEDER si vous êtes pilote de portefeuille. Et enfin, par rapport aux enveloppes de micro-projets, donc on est toujours à 100%, ça n'a pas changé par rapport à Interreg 5. Par contre, Interreg 5, c'était 30 000 euros maximum, un micro-projet. Et sous cette nouvelle programmation, c'est 50 000 euros. Donc là aussi, on a permis aux opérateurs d'avoir un bénéfice plus important de fonds européens apportés lorsqu'ils viennent déposer un micro-projet. Donc, on a déjà eu 2 appels à projets qui ont été lancés et qui ont été finalisés et pour lesquels on a déjà eu effectivement des décisions. Donc, le premier appel à micro-projet, ça a été au total 79 projets qui ont été approuvés, soit environ 164 millions de FEDER qui a été validé pour ces 79 projets. Donc, ils se sont répartis de la façon suivante. Sur la priorité 1, c'était 37 projets acceptés pour environ 72 millions de FEDER. La priorité 2, c'était 17 projets acceptés avec 37 millions de FEDER. La priorité 3, c'était 3 projets acceptés pour 13 millions de FEDER. Et la priorité 4, c'était 22 projets pour 40 millions de FEDER. On remarque quand même qu'il peut y avoir une certaine disparité entre les différents axes et à l'intérieur des axes, il peut aussi y avoir certaines thématiques qui attirent en tout cas une mobilisation plus importante de fonds et qui arrivent plus vite à saturation entre guillemets que certaines autres thématiques. Donc c'est pour ça que voilà, sur certaines enveloppes, on était déjà à un quota supérieur de ce qu'on avait au départ estimé de pouvoir donner comme fonds FEDER. Cela étant, au global, il nous restait encore de l'argent pour faire un deuxième appel à projet qui s'est donc clôturé
vendredi avec la décision du comité de pilotage. Sur ce deuxième appel à projet qui était ouvert sur l'entièreté des axes, excepté le 1.1 sur recherche-innovation parce que celui-ci était déjà saturé avec le premier appel, donc on n'a pas permis sur ce deuxième appel une ouverture de cette thématique-là. Donc sur la priorité 1, on avait uniquement l'axe PME dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était ouvert. Et donc c'est en tout 4 projets qui ont été acceptés pour 4,6 millions d'euros de FEDER. Sur la priorité 2, climat et environnement, c'est 17 projets qui ont été acceptés pour 29,6 millions de FEDER. La priorité 3, la mobilité, c'est 2 projets avec 5 millions de FEDER de validés. Et la priorité 4, c'est 15 projets avec 21,8 millions de FEDER. Et tout ça, ça nous fait donc 38 projets qui ont été approuvés pour ce deuxième appel avec 61 millions de FEDER. Donc ces 2 appels à projets qui nous amènent aujourd'hui, si je compte bien et que je ne suis pas trop fatiguée, alors je triche, j'étais à 79, donc 80, plus 37, je suis fatiguée, 87, ça fait 107 projets qui ont été approuvés et donc 61 plus 164, ça me fait beaucoup trop de calculs pour un lundi matin. 5, 6 et 6, 12, 225 millions 225 millions de FEDER qui ont été approuvés. On avait un budget total de 258. Donc, vous voyez qu'il nous reste encore un petit peu de manne pour faire un troisième appel à projet. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec un troisième appel à projet qui a ouvert vendredi. Ce troisième appel à projet, par contre, ne sera pas sur l'entièreté des thématiques. Ça, on y reviendra après avec mes collègues qui vont faire les présentations du troisième appel. Dans tous les cas, ce qui reste immuable avec ce nouvel appel à projet, c'est les incontournables d'un projet transfrontalier. Un projet transfrontalier, ça doit répondre à quoi? À une problématique ou une opportunité transfrontalière. C'est-à-dire que vous avez effectivement aperçu un besoin par rapport à une thématique particulière qui rentre dans l'éligibilité de ce troisième appel, et vous dites, tiens, je vais traiter cette thématique d'une façon innovante, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été vu et vous avez une nouvelle façon de pouvoir traiter la thématique. Ou alors, c'est de vous dire, là, on a un problème et on va régler le problème en intervenant comme ça. Ou alors, on a une nouvelle opportunité qui se présente parce que dans un contexte comme ci, comme ça, il y a quelque chose qui émerge et nous, on veut le prendre à bras le corps et on veut monter un projet là-dessus. Ça, c'est vraiment le prérequis pour tout projet Interreg. Si vous ne contextualisez pas votre projet, si vous n'avez pas une problématique, une opportunité ou une idée innovante, ben, ce n'est pas la peine de venir sur Interreg. Il faut peut-être solliciter d'autres fonds, mais en tout cas, c'est la base d'un bon projet Interreg. Il faut effectivement avoir cette identité spécifique de votre projet qui vient répondre à un besoin particulier. Ensuite, lorsque vous avez trouvé ce besoin ou cette opportunité et que c'est innovant, vous allez mettre en œuvre une plus-value transfrontalière pour réaliser votre projet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous allez travailler ensemble. Et en travaillant ensemble, vous allez obtenir des résultats plus importants. C'est le fameux 1 plus 1 égale 3. J'ai déjà certains projets qui m'ont dit que 1 plus 1 faisait 11. Donc, on a quand même du boulot pour que vous atteigniez de superbes résultats. Mais le but, effectivement, c'est parce que vous allez travailler ensemble que du coup, vous allez aller plus loin, peut-être pas forcément plus vite, mais en tout cas plus loin et avoir de meilleurs résultats par rapport à la problématique que vous avez relevée et que vous auriez traité peut-être directement, mais de façon, on va dire, moins importante ou en tout cas avec moins de résultats concrets pour notre territoire. Ensuite, il faut effectivement une mise en œuvre transfrontalière. Un projet Interreg, ce n'est pas des actions parallèles. C'est bien, on vient travailler ensemble. Et comment on travaille ensemble? C'est soit parce qu'effectivement, on est complémentaires, nos compétences viennent effectivement se répondre, et l'un et l'autre peut traiter du coup l'entièreté d'une thématique parce que moi j'ai telle compétence et l'autre opérateur a telle compétence, et donc ensemble ça fait un tout. Ou alors vous pouvez vous permettre de mutualiser des moyens. C'est-à-dire qu'ensemble, vous allez travailler et du coup, ça va vous permettre de moins diviser certains pans budgétaires de votre projet et vous allez mutualiser vos moyens. Donc, vous allez mobiliser vos ressources en commun, vous allez utiliser peut-être des machines en commun, vous allez peut-être utiliser de la main-d'œuvre en commun. Et donc, à partir de là, effectivement, ça permet d'avoir une concentration et vraiment une mise en œuvre transfrontalière parce que vous n'êtes pas chacun à travailler de votre côté, vous travaillez en permanence ensemble, que ce soit en termes d'action ou en termes de moyens. Et donc ça,
La plus-value transfrontalière et la mise en œuvre transfrontalière, il faut savoir que c'est quelque chose sur laquelle on ne va pas vous lâcher à partir du moment où vous allez déposer et à partir du moment où effectivement votre projet va se mettre en œuvre, s'il est accepté, c'est quelque chose qui en permanence va être remis sur le tapis et c'est la chose essentielle pour un projet Interreg. La plus-value transfrontalière et la mise en œuvre transfrontalière doivent être inhérentes à votre projet et en permanence pendant toute la durée du projet. Et enfin, le projet ne doit pas uniquement servir à vos structures, il doit servir à la zone de coopération que je vous ai effectivement montré tout à l'heure, que ce soit pour les populations ou pour le territoire. Donc en fonction de la thématique que vous allez choisir et du projet que vous allez monter, soit les résultats que vous allez obtenir va bénéficier directement à la population, aux citoyens, soit elle va effectivement bénéficier de façon un peu plus généraliste à une zone du territoire que vous aurez identifiée. C'est donc ce qu'on appelle la zone d'impact. Et donc, sur ce troisième appel à projet, ce qui vient changer vraiment par rapport aux autres aux appels précédents, c'est que ce ne sont plus des projets de 4 ans. Ce n'est pas possible. Il est tard, entre guillemets, dans la programmation. Le programme Interreg se clôture au 31/12/2029, mais il faut savoir que vos actions de projet ne pourront pas aller plus loin qu'au le 30 septembre 2029. Et donc, votre projet pourra au maximum durer 3 ans et pas plus. Donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, si vous venez déposer votre projet fera 3 ans et pas un mois de plus. Les autres projets qui ont été déposés avant vont certainement en faire 4 ans. Mais vous, en tout cas, votre fenêtre de tir maximum, ce sera 3 ans. Il faut bien avoir ça, effectivement, dans la tête au moment où vous allez répondre à l'appel à projet. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, vous avez l'animation territoriale à disposition, comme on vous l'a déjà dit, mais il y a également différents outils sur lesquels il faut absolument vous appuyer. Donc, il y a une boîte à outils qui a été faite sur notre site internet, donc Interreg François Niflande, que je vous invite à aller consulter. Et plus spécifiquement sur cette boîte à outils, je vous invite à aller chercher les fiches pratiques, les formulaires et à regarder les webinaires. Si vous avez déjà été visionner tout ça, c'est parfait. Si ce n'est pas encore fait, ça vous permet d'avoir une idée un peu plus précise de ce qui peut être attendu effectivement sous un projet Interreg. Et ça vous permet aussi peut-être de vous poser des questions que vous n'auriez pas au départ anticipées si après vous revenez vers nous. Ensuite, vous aurez également la plateforme GEMS. Ça va devenir votre meilleur ami. C'est la plateforme qui va vous permettre effectivement de venir déposer votre projet et ensuite de faire vivre votre projet. Donc, à partir du moment où vous aurez envie de venir déposer un projet et à partir du moment où vous aurez votre projet qui sera à peu près écrit, vous devrez forcément passer par la création d'un compte GEMS sur la plateforme GEMS. Et bien sûr, on ne peut que vous conseiller de faire appel aux petites fourmis de tout à l'heure, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Il vaut mieux se faire trop accompagner que pas assez. Donc voilà, on est tous et toutes à disposition pour répondre à l'entièreté de vos questions. Il n'y a jamais de questions bêtes, il n'y a jamais trop de questions. On préfère toujours être mieux informé que pas assez sur un projet qui est en train de se monter et pour lequel il y aurait peut-être des questionnements ou en tout cas même simplement une information à nous communiquer. Donc il faut savoir qu'il existe des antennes sur l'ensemble du territoire. Vous en avez donc au niveau des Hauts-de-France une à Valenciennes, une à Lille et pour le département du Nord également, une antenne à Lille. Ensuite, vous avez mon antenne à moi au niveau du Grand Est qui est à Charleville-Mézières. Au niveau de la Wallonie, vous avez une antenne juste à côté de Charleroi. Et ensuite, pour la Flandre, vous avez 2 antennes. Vous en avez une à Gand et une à Bruges. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter nos différents animateurs par rapport aux différents besoins. Je vais finir ma présentation pour vous redonner quelques dates qui sont quand même importantes. Donc, notre troisième appel à projet s'est ouvert le 4 juillet. La phase 1, parce qu'un projet se dépose en 2 phases, va se clôturer le 3 novembre 2025 à midi. Et à midi, pas à midi 1, pas à midi 2, à midi pile. C'est-à-dire qu'à midi pile, vous ne pourrez plus rien déposer dans cette fameuse plateforme GEMS. Tout sera bloqué. Donc, si vous n'avez pas cliqué sur le bouton soumis avec l'entièreté des annexes, votre projet ne pourra pas effectivement être éligible et en tout cas mis à soumission. Notre troisième appel à projet, comme je le disais tout à l'heure, ne peut pas s'ouvrir sur l'entièreté des thématiques parce que
on a déjà consommé beaucoup de budget avec nos 2 premiers appels. Et donc, les thématiques qui sont ouvertes, ce sont le 2.5, le 4.1 et le 4.5. Donc, le 2.5, c'est tout ce qui est en correspondance avec l'eau. Le 4.1, c'est tout ce qui est en correspondance avec emploi, mobilité et formation. Et le 4.5, c'est tout ce qui est en lien avec la santé. Donc, ce sont les thématiques qui vous sont ouvertes pour ce nouvel appel et il n'y en aura pas d'autres de thématiques. Ensuite, à partir de fin janvier jusqu'à fin mars 2026, vous aurez donc la phase 2. Si votre phase 1 a été acceptée de votre projet, vous pourrez déposer la phase 2. Donc, qui est vraiment la fiche projet entière de votre futur projet que vous déposerez, qui devra donc être déposée pour fin mars 2026, afin que effectivement votre projet puisse passer réellement au cadre en phase de validité et donc derrière d'opérationnalité pour vous, pour la mise en œuvre, s'il est accepté. Et enfin, si un projet, ça vous fait peur, il va encore exister une nouvelle fenêtre de tir pour nos micro-projets. Donc, c'est des projets à plus court terme qui ne font que 18 mois et donc sur un montant maximum de 50 000 euros. Et donc, l'ouverture de ce 3e appel à micro-projet, ce sera donc mi-octobre 2025. Voilà. Si éventuellement un projet là viendrait vous faire peur ou ne vous intéresserait pas tel que c'est proposé dans la mouture avec uniquement 3 ans et avec des thématiques qui sont un peu plus restreintes parce qu'il faut savoir que sur les micro-projets, l'entièreté des thématiques sont ouvertes, est éligible à candidature. Voilà, moi j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vois qu'il y a peut-être des questions, donc je vais essayer d'y répondre. Alors, il faut que je retrouve le chat. Et n'hésitez pas effectivement à nous suivre sur l'entièreté de nos réseaux pour avoir peut-être de plus amples informations et avoir l'actualité. Alors, je ne sais pas comment je fais pour avoir le chat. Le voilà. Alors, je vais essayer de voir quand même les collègues si j'ai un petit peu de temps pour répondre aux questions. Vous me laissez encore combien de temps pour répondre aux questions? Je ne sais pas si je tiens bien le bon rythme. Alors, le son n'est pas audible. Ah, il n'y avait pas de son. Non, le son est bon. Bon, ben, je ne sais pas. Alors, pour les coordonnées des animateurs, ça c'est ce que je vois. Donc, effectivement, ça a déjà été répondu. Vous allez sur le site du programme avec le lien qu'on vous a donné tout à l'heure. Je regarde s'il y a encore des choses à répondre. Lorsque l'on dit déposer, il s'agit du chef de file qui dépose. Oui, déposer, quand on dit déposer, c'est vraiment sur l'application. On parle de l'application. Forcément, le projet, vous le montez en commun et le pré-projet, vous le montez en commun. Par contre, il n'y a qu'une seule personne, qui sera donc le chef de file, qui pourra déposer sur James le projet. Alors, vous pouvez être fou et faire un projet de 3 ans et un micro-projet si vous êtes effectivement hyper motivé, mais il ne faut pas qu'effectivement votre micro-projet soit une branche, entre guillemets, de votre projet. Votre projet est censé être un tout qui permette de répondre entièrement à une problématique que vous avez relevée, en tout cas à laquelle vous souhaitez répondre. Et donc, votre micro-projet ne doit pas être un petit bout manquant de votre projet voilà, pour venir apporter un petit plus. Non, votre projet, quand vous le pensez déjà en entier avec l'ensemble des actions que vous voulez mener et avec l'ensemble des thématiques auxquelles vous voulez répondre. Le micro-projet, vous pourriez en faire un même opérateur peut très bien avoir un projet et un micro-projet, mais généralement, ils ne viennent pas se répondre, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas tout à fait à une même problématique et ne correspondent pas à un même enjeu. Les micro-projets durent effectivement 18 mois, et oui, effectivement, plutôt le dispositif pour des petites structures, parce que c'est un peu plus simplifié dans la méthodologie. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde mes collègues s'ils hochent la tête ou pas. Je vais arrêter mon partage. Donc là maintenant, vous allez devoir basculer dans vos salles pour lesquelles vous avez choisi les thématiques. Alors moi je vous avoue que là, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Je vais peut-être laisser mes collègues dire exactement comment ça va se passer pour le basculement dans les salles. En tout cas, peut-être avant que l'on coupe le général, peut-être que chacun des collègues pourrait redire sur quelle thématique il est, comme ça permet peut-être aux gens d'être sûrs qu'ils ne se sont pas trompés par rapport à la salle où ils seront.
Et puis voilà, après on reste à disposition et on va essayer d'être le plus performant possible sur la petite phase d'atelier un peu plus précis thématique. En tout cas, merci à tous. Je pense que la présentation sera mise à disposition, donc voilà, n'hésitez pas après à la réutiliser et notamment utiliser les liens par rapport aux différents supports qu'on a pu vous présenter. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée. Je reste tout à fait à disposition pour toute demande éventuelle de dépôt de projet. Et puis là, je laisse la main à mes collègues pour qu'ils re-signifient exactement sur quelle thématique ils sont pour que vous soyez sûrs d'être dans la bonne salle. Merci à tous et très belle journée. Bonjour à tous, merci Lucie. Alors, je viens de mettre en route les sessions en petits groupes, donc il y en a 3. Pour y accéder, c'est déjà tout en bas, vous avez le bouton rouge pour sortir, et juste à côté, vous avez masqué ou affiché le tableau des participants. Donc, quand vous remontez, ce sera en haut à droite, et normalement, vous voyez les sessions en petits groupes ont commencé. Vous cliquez sur Choisir une session. Et vous allez voir s'afficher soit O, qui sera présenté par mon collègue Joël David, ensuite la session emploi, qui sera présentée par ma collègue Sylvie Tondeur, et ensuite santé, ce sera moi qui présenterai. Et vous pouvez cliquer sur rejoindre en fonction de l'intérêt que vous avez pour la session.